Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Alain Orunla a pris officiellement les rênes de la préfecture du littoral. L'ancien ministre de la Communication est entré dans ses nouvelles fonctions en début d'après-midi de ce jeudi. À suivre. Et puis la suppression du ministère de la Communication continue d'alimenter la polémique entre pertinence et crainte. Quel sera le sort des médias? Ricardo Loïc-Pécois a interrogé quelques acteurs spécialistes. À suivre le dossier conçu à cet effet. La coopération militaire bénino-belge se renforce. Une commission mixte composée de hauts gradés s'est réunie à Cotonou. Elle va notamment jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru dans le cadre de cette coopération. Et puis le changement à la tête de certaines préfectures avec notre invité, le directeur général des collectivités locales. Nous allons analyser cet acte du gouvernement. Docteur Abbas Olo Soumaré, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Je suis à vous dans un instant. En attendant, allons d'abord à la préfecture du littoral. Alain Orunla s'installe. L'ancien ministre, désormais aux commandes du département vitrine du pays, est entré dans ses nouvelles fonctions. Dans la soirée d'aujourd'hui, Jean-Claude Kodia lui passe ainsi le témoin, nous disent Lenaïka Guazaou et Calvador Arwan. Alain Orunla reçoit ici officiellement la clé de son département. Du ministère de la Communication à la préfecture du littoral, l'homme reste dans les arcanes du pouvoir et continue de jouir de la confiance du chef de l'État. L'ancien porte-parole du gouvernement succède à Jean-Claude Kodia, préfet de l'Atlantique et désormais ancien préfet intérimaire du littoral. Un intérim qui aura duré 2 ans et 4 mois. La brève parenthèse que je m'imaginais donc s'est littéralement allongée, bien au-delà de mes attentes, tout en me donnant de vivre une expérience sans doute délicate, mais des plus exaltantes et enrichissantes à la tête du littoral, le département le plus exceptionnel du Bénin à plusieurs égards. Brillant avocat avec le talent d'orateur qui va avec, Alain Orunla aura fait montre de ses compétences managériales et administratives au seul ministère supprimé à la formation du premier gouvernement de Talon 2. Le tout nouveau préfet du littoral se dit prêt pour le job. Je ne frémis point donc, je n'ai pas peur, je saurai, avec votre accompagnement, en toute humilité et en douceur, mais avec la fermeté qui sied à un travail républicain, donner le cadre, l'environnement, l'espace pour que Cotonou soit une ville enviée par toutes les capitales. Nous ne nous limitons plus à l'Afrique, du monde. L'homme rêve grand pour Cotonou, la ville-département, et prend ici l'engagement de se battre pour la concrétisation de ses idéaux de développement. Voilà, docteur Abbas Olo Soumaré, le nouveau préfet du littoral, est installé dans ses nouvelles fonctions. On aurait pu assister à un changement des 12 préfets, ce qui n'a pas été le cas. Quelle analyse faites-vous de ce geste du gouvernement? Merci, monsieur le journaliste. On n'a pas assisté au changement des 12 préfets, vous avez dit, simplement parce que cet acte appartient au chef de l'État, à qui la Constitution a conféré les prérogatives de pouvoir aux emplois civils et militaires. Donc, c'est le chef de l'État qui choisit de nommer à ce poste et de révoquer également à ce poste. Sous un autre angle, il n'y a pas un outil disponible susceptible d'abord d'apprécier les performances ou les contre-performances de tel ou tel préfet pour dire que ce préfet a démérité ou que celui-là a démérité. Et troisièmement, il est aussi difficile de dire que, comme je le disais tantôt, que tel préfet ou tel préfet a démérité, mais de se résumer simplement à ce que le pouvoir de nomination appartient au président de la République qui révoque et qui nomme. Alors, peut-être que, comme tout Béninois, comme vous le constatez, comme tout Béninois, on constate qu'il y a eu 3
3 nouvelles entrées, en dehors donc des postes qui étaient vacants par le passé. Tout à fait. Il y a 3 nouvelles entrées. Il y a 7 qui sont confirmées. Donc à ce niveau, on pourrait être tenté de dire certainement que les 3, j'ai dit éventuellement, les 3 certainement qui sont sortis, j'ai dit bien certainement, je n'ai pas la certitude, les 3 qui sont sortis n'auraient certainement pas comblé les attentes de la haute autorité investie donc de tels pouvoirs de nomination. Vous le mettez au conditionnel. Au conditionnel. Pendant que les 7 qui sont confirmés, on pourrait tenter de dire que ceux-là éventuellement ont comblé ces attentes. L'autre élément qui est important, c'est la fin des intérims au niveau donc de la préfecture de Cotonou et de la préfecture de Dassa. Je ne voudrais pas rappeler ici les raisons qui ont conduit donc aux vacances de ces postes-là. L'intérim a trop duré et c'est fort heureux qu'enfin que nous ayons donc de nouveaux préfets nommés à la tête donc de ces départements, à la tête donc de ces préfectures. Voilà, de nouveaux préfets, le préfet qui est présenté comme un haut représentant de l'État. Merci d'en expliquer donc le sens et préciser ses missions, voire fonctions essentielles, ces préfets. Oui, le préfet, vous savez, nous héritons la tradition française. Et le préfet, il est un haut fonctionnaire, un grand commis de l'administration, représentant donc du gouvernement et individuellement de chacun des ministres pris au niveau, donc, au niveau du département. Le département dont donc, il est le dépositaire de l'autorité de l'État. Il y a souvent un amalgame qui est fait au niveau de la mission de ces préfets. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, avant même de parler des missions, je voudrais rappeler que c'est une fonction de haute noblesse. C'est une fonction de haute représentation. Et en France, je disais tantôt que nous sommes héritiers donc du système français, la fonction est tellement importante qu'elle a un ancrage constitutionnel. Depuis la constitution donc, de la Ve République en France, l'article 72 consacre la fonction. Alors, pour parler donc des missions, le préfet est ce haut fonctionnaire, ce haut représentant de l'État, du gouvernement dans le département qui veille à l'exécution des lois, des règlements de la République, qui veille aux intérêts nationaux dans le département et aux valeurs, j'allais dire, aux valeurs républicaines. Il assure par ailleurs le contrôle administratif pour ce qui concerne la France. Mais ramené à notre cas ici au Bénin, le préfet a un rôle de contrôle des tutelles. Il assure la tutelle, donc des collectivités territoriales. La tutelle qui se déploie, qui se manifeste à travers 2 modalités. Le contrôle donc de l'égalité, à travers lequel le préfet veille la conformité, donc veille à ce que les actes que les élus prennent soient conformes aux lois et règlements. Et le second volet, c'est l'assistant conseil, à travers donc lequel le préfet assiste les communes, le préfet travaille, constate et permet donc qu'il y ait une harmonisation entre les politiques sectorielles et les actions des collectivités territoriales. Tout à fait. Vous qui êtes technicien, quels sont aujourd'hui les défis qui attendent ces préfets, ces nouveaux préfets? Oui, les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux, vous voyez. On ne va pas tous les citer. On va citer les quelques importants défis. Et nous entamons là une nouvelle mandature d'élus. Et à plus de 90%, ces élus ont été renouvelés. Donc ici, le premier défi, c'est que les préfets doivent travailler à encadrer, à accompagner ces élus-là, à poser des actes qui évitent des errements, à poser des actes qui soient conformes donc, aux dispositifs en vigueur. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, je vois que vous êtes, il n'y a pas suffisamment de temps. Le second défi, au jour d'aujourd'hui, je l'ai tantôt évoqué, c'est que le préfet a un rôle en tant qu'animateur du dispositif départemental. Le préfet est coordonnateur des actions de développement au niveau des départements. Voilà, on ne va pas vous laisser partir sans vous poser cette question. La révocation du maire de Bantais, quelles sont les implications? Quelles en sont les implications? Oui, le devenu ex-maire de Bantais, le Conseil des ministres en sa session de ce dernier mercredi, vous l'avez annoncé, a révoqué finalement le maire de Bantais.
les implications, c'est clair, c'est les tests qui vont le régler. Et il va, dans les tout prochains jours, on prendra les dispositions donc, pour que, conformément aux tests en vigueur, il soit pourvu donc, à la désignation d'un nouveau maire sur la liste donc, du parti majoritaire qui, lors des dernières élections communales, a été en tête donc, au niveau donc, de cette commune, afin que les choses se fassent donc, conformément à la légalité et que le nouveau maire soit désigné et installé donc, par le préfet. Alors, nul n'est alors épargné par des sanctions en cas de faute au regard donc, de ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez une recommandation à l'endroit de ces nouveaux préfets aussi? Oui, à l'endroit des nouveaux préfets, je recommande la rigueur, je recommande la loyauté républicaine, la loyauté à l'État, au gouvernement et à son chef, le respect par eux-mêmes donc, des tests en vigueur, et la gestion, la transparence donc, dans les différents actes qui seront appelés à poser. Docteur Abbas Olo Soumari, merci à vous. Vous êtes le directeur général des collectivités locales. Vous restez avec nous. Le porte-parole du gouvernement a animé un point de presse suite au Conseil des ministres du mercredi 2 juin. 3 questions étaient au menu de son entretien avec les hommes des médias. Plus de précisions avec Jérôme Mongwa, Blaise Andampo et Harold Coton. Le genre, les régions de provenance, l'appartenance politique et la jeunesse ont milité en faveur du choix par Patrice Talon des nouveaux préfets. Désormais, nous avons 2 femmes nommées préfets contre une précédemment. Et que nous avons, si vous faites bien attention, partout où il y a eu renouvellement, vous avez affaire à la jeune génération. C'est des quadras. Et donc, le chef de l'État mise beaucoup sur la jeunesse, à qui il met ainsi le pied à l'étrier, en plus de ceux qui sont déjà présents au gouvernement et autour de lui, afin de permettre donc à cette jeunesse de faire son expérience, de se préparer, de s'habituer au fonctionnement de l'État et de se tenir prête pour les années à venir. Sur les rumeurs concernant une éventuelle agence pour gérer les communes, rien n'y est. Le gouvernement n'a jamais débattu, ni au cours du premier mandat, ni en ce début de mandat, de la perspective de mettre en place une agence pour gérer les communes de notre pays. Il y a sans aucun doute une réforme qui va être faite. Et vous avez noté tout à l'heure, les tests vont être revisités, des propositions vont être faites au gouvernement et à partir de ce que les experts auront proposé, à partir du rapport qui aura été déposé, les arbitrages seront faits au niveau gouvernemental et le sens dans lequel ira la réforme sera évidemment porté à la connaissance de l'opinion. L'autre question abordée par le porte-parole du gouvernement est celle relative à l'achat par les Béninois de poubelles homologuées à 25 000 francs CFA. La société a fait un large tour d'horizon, tenant compte des réalités, mais tenant compte aussi des disponibilités. Et je vous mettrai presque au défi de trouver la même gamme de poubelles homologuées que la société cède à 25 000 francs, de trouver donc cette même gamme de poubelles sur le marché, aussi bien sur nos marchés traditionnels qu'en grande surface au même prix. Il y a déjà une part de social dans ce que fait la société en mettant ces poubelles à un coût légèrement en dessous de celui qui se pratique actuellement sur le terrain. La raison de l'utilisation des dites poubelles est toute justifiée. Vous seriez choqué si vous entrez dans un quartier et que vous voyez les équipements de la société, vous voyez les agents de la société entreprendre de débarrasser une devanture d'une maison quelconque et que soulevant le panier qui serait en roseau ou panier tressé, que le fond cède et que toutes les ordures se dispersent. Vous serez également choqué de voir que devant certaines maisons, les ordures sont entreposées, certes, dans des récipients, mais généralement parce qu'il y a des animaux en divagation, des chiens, des moutons et autres, les ordures se retrouvent au sol. Or, les agents de la société ne sont pas préposés au balayage des devantures, à l'assemblage des ordures avant que de les débarrasser. Et donc, il était utile pour la société, pour optimiser son travail et contribuer davantage à assainir notre cadre de vie, de faire en sorte que les poubelles dont nous allons nous doter soient conformes aux moyens modernes dont elles disposent et que cela facilite un peu plus la tâche à ces agents. Les populations sont par ailleurs invitées à solidariser pour l'acquisition des poubelles homologuées.
Retour sur cette actualité, 23 ministres, dont 5 femmes, 18 hommes. C'est la configuration du gouvernement 1 de Patrice Talon 2. Une surprise à l'analyse du nouveau gouvernement qui s'inscrit dans la continuité. Le ministère de la Communication n'y figure pas, ce qui constitue dans le monde des médias une surprise. Quel est désormais le sort des médias? Comment analyser la suppression de ce ministère? Autant de questions qui motivent cette enquête réalisée par Ricardo Loïc-Pécou. Nous étions le 25 mai 2021. Sur les antennes de la télévision nationale, la liste de l'équipe gouvernementale du deuxième quinquennat de Patrice Talon est dévoilée. Surprise, pas de trace du ministère de la Communication. Cela suscite interrogations et débats. Sur les médias, les commentaires et autres supputations coulent. Mais très tôt, au cours de cette même soirée, le chef d'équipe, Patrice Talon, intervient sur une chaîne de télévision privée et clarifie. En termes de médias, est-ce qu'il est utile d'avoir un ministère purement en charge des médias? Si ce n'est seulement pour respecter les règles, la déontologie et qu'on soit la HAC s'occupe de cette mission déjà dans notre pays. Donc si c'est pour les appuis à apporter aux journalistes, c'est un fonds. Ce fonds peut être géré directement par le ministère des Finances. Peut-être même géré par la HAC, et nous mettons ça par parce que nous dotons ces fonds-là. Donc la HAC peut faire ce job qui, entre-temps, est exécuté par le ministère de la Communication en charge de la promotion des médias de toutes sortes. Et c'est bien pour ça que nous disons, la HAC qui existe au bénéfice de son rêve peut s'occuper de programmer, de faire la promotion de la formation des journalistes. Ce qui devrait être, selon certains, un oubli s'est confirmé à la grande surprise des professionnels des médias habitués à voir leur secteur d'activité arrimé au ministère de tutelle. Soit, en supprimant le ministère de la Communication, c'est une dépriorisation totale du secteur des médias, qui pour lui n'est pas une priorité et qui ne va pas demander de mobilisation d'énergie pendant les 5 prochaines années. Ce serait peut-être que, parce qu'on a quand même fait le débat, on a constaté que c'est un secteur qui a des défis, de nombreux défis à relever, et relever ces défis appelle certaines réformes. En attendant d'arriver à cette RAC réformée qui pourra mieux s'occuper des questions des médias, qu'est-ce que les médias deviennent? C'est une grande inconnue et le sujet est préoccupant. Frappé ces 30 dernières années par un mal-être ineffable, le ministère de la Communication a été trimballé dans tous les sens, parfois appelé à s'associer au tourisme, à la culture ou encore au porte-parole. De 1957 à 2014, le pays a connu 31 ministres de la Communication. La plus courte durée aura été de 23 jours avec Kongaku Taïrou et la plus longue expérience est celle de Martin Douazonho qui aura dirigé pendant 8 ans ce département. Un ministère qui connaîtra, entre autres plus tard, les passages de Jean Dansou entre 2014 et 2016 et de 2016 à 2021 successivement, Rafiatou Morou, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou et Alain Orunla ont fait leurs preuves. Face à cet état de choses, il fallait mettre fin à la situation qui n'honore en rien le secteur, qui connaît d'ailleurs depuis peu l'avènement des nouveaux médias et de la TNT. Patrice Talon ne tremble pas. Le chef de l'État prend ses responsabilités. Et la décision est saluée. Je suis un partisan vraiment de l'absence d'un ministère de la Communication, à la limite une cellule à la présidence de la République pour régler les problèmes administratifs. Moi j'ai le sentiment, comme d'autres on peut le dire, que c'est une vraie révolution. Et après, le vrai débat aujourd'hui, à mon avis, ce que les professionnels des médias devraient faire, ce que la HAC devrait faire, c'est commencer tout de suite à saisir cette balle et se dire comment nous faisons pour transformer cet essai. Mais à y voir de près, selon les spécialistes de l'information, de la communication et des médias, la décision de l'autorité n'est rien d'autre qu'une perche tendue aux médias pour plus de professionnalisme. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est ramenée à son niveau institutionnel, à l'essence même de son existence. Si la HAC en l'état actuel ne rentre pas dans une deuxième génération d'institutions, la HAC ne peut plus prendre encore la politique publique médiatique. La HAC va être comme une co-actrice de la politique publique. Depuis le 3 mai dernier, donc dernière journée de la liberté de la presse, ouais. Moi je plaidais pour une réforme de l'écosystème des médias au Bénin en particulier, en Afrique en général, parce que nous sommes la seule corporation qui vit dans l'informel.
C'est sans doute une révolution positive qui va assainir le milieu des médias, permettre aux journalistes de vivre de son métier et de se faire respecter. Mais pour y arriver, il faut agir sur certains leviers. Tout d'abord, l'excellence, donc le professionnalisme des acteurs, des médias, ensuite l'indépendance économique et éditoriale des entreprises de presse qui doivent être de vraies entreprises de presse. La question du financement des médias, le fameux FADEM. Je pense qu'en pensant peut-être à la RAC, le chef de l'État certainement fait allusion à ça. Les professionnels des médias sont donc appelés à saisir cette occasion et faire en sorte que cet essai soit concluant. Mais en attendant, un autre ministère devra s'approprier les attributs du désormais ex-ministère de la Communication. Et dans le cas d'espèce, il y en a un qui est tout indiqué, le ministère du Numérique et de la Digitalisation. Parlons à présent coopération. La Chine et le Bénin sont unis par une solidarité sans faille et par une vision constructive de la coopération sud-sud. En juillet 2021, la Chine commémora le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Dans ce cadre, et séduit par la contribution des partis politiques béninois au développement de leur pays, les responsables du Parti communiste chinois ont échangé ce matin avec les partis politiques Union progressiste et Bloc républicain par visioconférence. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Ricardo Loïpekou. Depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 1972, le Bénin et la Chine maintiennent une coopération bilatérale dont la vitalité s'est traduite par la construction de nombreuses infrastructures. Et c'est pour préserver ces relations qu'à l'approche de son centenaire, le Parti communiste chinois veut renforcer les liens avec les partis politiques de la mouvance présidentielle béninoise, en l'occurrence l'Union progressiste et le Bloc républicain. La Chine est prête à travailler ensemble avec les pays et les partis politiques africains, y compris le Bénin, pour promouvoir fortement la coopération internationale luttant contre le Covid-19 et favoriser la construction d'une communauté de santé pour l'humanité et d'une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide. Le Parti communiste chinois est un modèle de longévité pour le Bloc républicain qui entend resserrer les liens avec ce grand parti politique chinois, a expliqué le premier responsable du Bloc républicain au cours des échanges. Le Parti communiste chinois est pour le Bloc républicain une référence et un modèle de longévité. L'engagement et la discipline de ses militants et dirigeants forcent notre admiration. Les deux peuples s'apprécient et l'Union progressiste veut compter sur l'expérience du Parti communiste chinois pour une coopération plus pragmatique. Le président de l'Union progressiste, Bruno Amoussou, insiste sur 3 points. Permettez-nous à l'Union progressiste de saluer les 3 direction que vous venez d'indiquer quant à nos relations futures. Vous avez d'abord parlé des relations entre les partis politiques et leur contribution au développement, à l'approfondissement des relations. Nous partageons parfaitement cette ligne. Vous avez indiqué une deuxième priorité, à savoir la contribution de nos partis à l'amélioration des relations entre nos 2 pays. Nous partageons également avec vous cette orientation. 3e orientation que vous avez indiquée, c'est la coopération internationale. En juillet 2021, la Chine va commémorer le centenaire du Parti communiste chinois. Le parti veut compter sur la disponibilité des partis Union progressiste et Bloc républicain à cet événement, toutes choses qui contribueront efficacement à renforcer la confiance mutuelle. Et on voit cette coopération, la 19e réunion de la commission mixte militaire de coopération entre le Bénin et la Belgique a lieu à Cotonou. Les travaux qui ont démarré ce jeudi réunissent plusieurs hauts gradés des armées béninoises et belges. Le point de Ariane da Silva et de Évariste Maou.
Elle devait se tenir en Belgique. Finalement, c'est le Bénin qui accueille la 19e réunion de la commission mixte militaire de coopération entre le Bénin et la Belgique. Un changement dû à la crise sanitaire liée au coronavirus qui n'influence tout de même pas la coopération militaire entre les deux pays. Covid n'est pas une excuse pour ne pas continuer la coopération militaire. Malgré le Covid, on a réussi à faire pas mal d'activités. Quand je vois les perspectives pour déjà à partir de cette année-ci et surtout l'année prochaine, je vois quand même une fameuse augmentation. Ce partenariat militaire entre le Bénin et la Belgique, il faut le rappeler, existe depuis plus de 20 ans. Il a été scellé par la signature de l'accord cadre de coopération militaire le 18 octobre 1999. 2 ans plus tard, en 2001, est intervenue la signature d'un arrangement particulier de cet accord cadre, permettant ainsi d'étendre cette coopération militaire bilatérale à des domaines tels que la formation et l'entraînement, la réalisation d'infrastructures, l'appui interne à l'équipement, l'acquisition ou don de matériel. En plus du bilan des activités menées jusque-là et les perspectives pour 2022 et 2023, les membres de la commission mixte militaire vont aussi se pencher sur l'avenir de la coopération militaire entre le Bénin et la Belgique. Retour sur cette annonce du chef de l'État par rapport au climat des affaires. Les investisseurs locaux sont heureux d'avoir écouté ce discours du président de la République. Nombre d'entre eux sont déjà impatients de constater les mesures d'accompagnement. Écoutons-les au micro de Marcel Arossi. Nous avons un chef d'État formidable et qui a une vision claire pour ce pays et le développement dans tous les secteurs et avec les réformes ont démontré leurs preuves aujourd'hui. Et c'est une grande joie pour nous, les industriels, qui souffrons déjà de recevoir cette nouvelle de notre chef d'État. Nous dirons que nous avons eu droit à un discours bilan et programme à la fois. Nous tenons à féliciter déjà le chef de l'État pour cette volonté qui est d'accompagner le privé par ces investissements massifs. Si nous prenons par exemple le tourisme, les investissements qui sont déjà faits et qui seront encore faits, permettront quand même que les opérateurs économiques étrangers ou béninois vont investir ce secteur et le Bénin, comme il le dit, sera une destination de rêve. Surtout, il a insisté sur la formation parce que si nous avons des industries, nous n'avons pas des gens qui vont travailler dedans. Nous n'avons rien fait. Donc, c'est pourquoi nous tenons à le remercier quand même pour l'investissement dans le secteur éducatif où déjà il a parlé des 100 lycées qui va permettre aux opérateurs économiques d'avoir quand même de bons cadres pour travailler. Un pays qui veut se développer doit avoir plus à vendre. Et c'est le secteur industriel, c'est le tissu industriel qui donne la qualité. Nous avons fait achat et vente. Pendant tout le temps, on a dit, bon, on ne va plus faire ça. On a dit, il faut une industrie. Financer le secteur privé, vous allez voir ce que ça donne. Vous allez le voir. Et aujourd'hui, on attend du chef de l'État qu'il descende. Il a déjà donné l'ambition, il a donné la vision, qu'il descende, qu'il s'assoie devant les fonctionnaires pour leur dire, je veux que ça réussisse. Je veux que celui qui a ce projet, que ça réussisse. C'est ça qui va plus nous aider. Et je pense qu'il a commencé. J'ai été représentant du business dans les années 2010, je pense, 2010-2011. Il y avait des informations du business dans le domaine de l'électricité que le business me demandait, je ne pouvais pas fournir. Aujourd'hui, on fournit. On est à l'aise même de fournir. Il y a vraiment une amélioration. Parce que c'est quelqu'un qui connaît la capacité du secteur privé à faire développer le pays. Un renforcement de la protection des données personnelles. Au Bénin, l'ANIP entendait l'Agence nationale d'identification des personnes a procédé au lancement des travaux relatifs à la validation du protocole de protection des données personnelles.
à des usagers. L'atelier a démarré ce jeudi matin à Cotonou en présence de nos reporters Génial Afouda, Monsi Aboka et Alessi Kenov. Pendant 3 jours, les participants à ces travaux s'attelleront à finaliser le protocole de protection des données personnelles des usagers de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Un document qui permettra de nouer un partenariat constructif entre l'agence et les différents ministères. Le monde que l'ANIP brasse, plus personne n'en est indifférent. Et nous sommes aussi conscients que la collecte que nous faisons sur les personnes interpelle plus d'un. La sécurisation de ces données. La Direction générale de l'État civil, étant le bras armé du ministère de l'Intérieur, est en parfaite harmonie avec l'ANIP pour la conduite de ces réformes. Le protocole, objet de ces assises, a donc vocation à garantir aux usagers de l'ANIP une protection fiable et crédible de leurs données personnelles. Qui peut recevoir communication électronique des données d'une personne inscrite au registre national des personnes physiques? Comment s'exerce le droit à l'oubli, le droit à l'effacement que les citoyens pourraient exercer en direction de l'ANIP? Nous finalisons ensemble le protocole en recevant de vous les contributions à la lueur du Code du numérique dans cette disposition relative à la protection des données à caractère personnel. Une fois adoptée, la version finale du protocole sera publiée au journal officiel et par le biais de tous les canaux de communication. Voyons cette soutenance lorsque le client d'une banque ou d'une institution financière accuse du retard ou n'arrive pas à rembourser sa dette. Il est déclaré client insolvable et placé dans les créances douteuses et litigieuses. Simon Tosso, pour accéder au grade de docteur, a analysé le risque d'insolvabilité dû à des pratiques culturelles comme les obsèques et autres types de cérémonies à travers sa thèse. Marcela Rossi a suivi pour nous cette soutenance depuis Abidjan. Regardez. Docteur en sociologie des organisations et de la gouvernance, M. Simon Tossou a désormais ce grade dans la spécialité leadership transformationnel de l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, partenaire de l'Université Alassane Ouattara. Comment réduire les risques d'insolvabilité, notamment de sources culturelles, dans les banques au Bénin, principal motif de ces travaux de recherche. À la fin donc, de ma recherche, les résultats ont montré qu'il y a 5 prédateurs socioculturels qui impactent négativement la solvabilité des clients dans les banques, à savoir les cérémonies aux morts, les pressions sociales, les rites de maternité, le veuvage et la succession. Notre travail, c'est de contribuer donc à réduire l'impact de ces données socio-culturelles sur la solvabilité des banques. Parce que quand ces prédateurs socio-culturels vont continuer à agir, les banques auront des problèmes. À l'arrivée, il s'en sort avec la mention très honorable, suivie des félicitations du jury, dont le président souhaite l'impression de la thèse évaluée sous forme de livre. Le travail que j'ai lu est de bonne facture au niveau du rendu. Vous écrivez bien. Membres du jury, ils étaient 4. Les professeurs Ruffin Willy Mantier et Jean-Pierre Kouakouba, respectivement évaluateurs et rapporteurs, venaient du Congo-Brazzaville et de la Côte d'Ivoire. Simplice Afou, président du jury, est lui de l'université Félix Houphouët. Quant au directeur de la thèse, Dodi Amouzovi, de même nationalité que l'impétrant, est professeur titulaire de l'université d'Abomey-Calavi. Et puis face à la cybercriminalité, des jeunes béninois renforcent la veille, lutte contre la cybercriminalité. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité du système d'information ANSSI était au laboratoire des jeunes innovateurs de MTN, ce groupe qui réfléchit à trouver des solutions pour la jeunesse. Sawa Sherif, Daniel Ada pour le compte-rendu. Descente du directeur général au laboratoire MTN Fresh Lab, un laboratoire des jeunes qui réfléchissent à trouver des solutions pour répondre aux besoins des jeunes par des jeunes. On a pu rencontrer une équipe très riche avec
différents profils, beaucoup d'expertise et de punch. Nous, on a essayé de leur parler de cybersécurité en gros. On a essayé de leur parler des menaces qui pouvaient les concerner quand ils allaient sortir les solutions qu'ils sont en train de concevoir, de manière à ce que demain, ils ne souffrent pas des affres de la cybercriminalité simplement parce qu'ils ne connaissaient pas ces dangers-là. Après cet échange très riche, les jeunes innovateurs se disent très aguerris. Nous repartons aguerris, nous repartons avec plusieurs leçons sur ce qu'il ne faut pas faire, faire attention à ci, à ça. Et ce que je peux garantir, c'est que les solutions que nous allons proposer, justement, ces solutions-là, il faut être sûr qu'elles vont respecter tout ce qui est hygiène numérique et voilà. Il est attendu de ces jeunes, après 8 semaines de réflexion et de partage d'expériences, des idées détonnantes pour impacter la jeunesse béninoise. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.